Donc, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Andrea Bescon. Elle est artiste, elle fait beaucoup de choses. Elle est danseuse, réalisatrice, metteuse en scène, comédienne, scénariste, chroniqueuse de radio. Donc vous êtes quelqu'un, tu es quelqu'un qui s'exprime. Voilà. Écoute, on m'a surtout donné l'occasion de m'exprimer. J'ai beaucoup de chance, tu vois, quand on te donne une prise de parole, tu la refuses pas et puis, ben, Hmm. faut réfléchir à ce qu'on dit. Mais, non, mais bon, voilà, j'ai quand même, la chance d'avoir rencontré de très belles personnes qui m'ont donné des opportunités, d'expression et c'est super. Hmm, hmm. Et donc voilà, un don pour transmettre les émotions, quoi. Et donc vous avez commencé tu as commencé comme danseuse. Notamment dans Roméo et Juliette, Les 10 Commandements. Ouais, Euh, ouais. des... Bah, je dirais pas que j'ai commencé par ça parce que je suis arrivée assez tard sur les comédies musicales, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment chanté dans mon parcours. J'ai plus commencé par tout ce qui est underground, les compagnies de danse contemporaine, un peu plus, voilà, plus underground. Et les grosses scènes, c'est venu plus tard, en fait. D'accord. C'est-à-dire, tu as commencé par des trucs plus expérimentaux, en fait, et puis après, tu es allé Ouais, dans. D'accord. ouais, ouais. Et donc, ensuite, tu t'es tournée vers le théâtre, tu es devenue comédienne, et, Ouais. euh, et tu as écrit et interprété donc, une pièce qui s'appelle Les Chatouilles, donc qui Ouais, parle de pédocriminalité. tout à fait. Et voilà, je crois que c'est important pour toi de dire pédocriminalité et pas pédophilie. Oui, parce que bon, après, c'est surtout un enseignement que j'ai reçu de Muriel Salmona, qui est une psychiatre formidable, qui combat contre la pédocriminalité. Et on parle de pédocriminalité parce qu'en vrai, voilà, c'est un crime, ce que font subir les auteurs de violences sexuelles à des enfants, et qu'il faut être très clair dans le vocabulaire. J'ai dit pédophilie au début de mon Hmm. processus. Et petit à petit, j'ai vraiment compris qu'effectivement, philie, de toute façon, c'est amour, et que voilà, ce qu'un adulte auteur de violences sexuelles inflige à un Ouais, enfant, ok. c'est vraiment Ouais. tout sauf de l'amour. Et donc, on est vraiment sur un crime. Et donc, soyons clairs avec le vocabulaire employé, quoi. Hmm. Et donc tu as fait cette pièce et tu as remporté donc un Molière de la meilleure du meilleur seul en scène. Et, Ouais. et après il y a eu une espèce d'enchaînement. Enfin, on voit que c'est un processus qui a pris de plus en plus d'ampleur. Et finalement donc tu as adapté Les Chatouilles en film. Moi j'ai commencé par voir le film d'ailleurs. J'ai vu d'abord le film. Ah, ok. Voilà. Tu l'as Ensuite vu j'ai dans ce acheté la sens-là. pièce et donc j'ai lu ensuite. Et en fait Ah oui, ok. j'ai fait à Ah, l'envers en fait. J'ai excellent. tout fait. C'est excellent, super. Ah, Ouais. j'adore Ah le ouais, ouais. process. Ouais, ouais, là, c'est pareil, c'est-à-dire que quand j'ai écrit le texte que tu as lu, j'en ai d'abord parlé à Eric, qui est l'homme de ma vie et qui est aussi l'homme qui a fait la mise en scène du spectacle, et avec qui ensuite j'ai co-adapté au cinéma l'histoire des Chatouilles. Donc voilà, c'est aussi l'accompagnement, en fait. On fait rarement les choses vraiment tout seul. Si tu veux, il y avait une motivation de base qui était ce besoin d'exprimer tout ça, et en tout cas de le donner à l'univers, entre guillemets, Mmh. Mmh. et peut-être même de m'en délester, de toute façon. Mmh. Mais après, avoir l'opportunité du coup d'avoir les bonnes personnes qui proposent les bonnes scènes, et qui ensuite du coup permettent de rencontrer des gens qui vont dire: ah bah non, mais ça serait bien que tu l'adaptes au cinéma parce que franchement, on vous Mmh. fait confiance, allez-y, écrivez et puis montez-le. Mmh. Bon, ça a été tout un tas de rencontres et de circonstances. On a eu aussi beaucoup de chance dans ce parcours-là, quoi. Mm. Mmh. Mmh. Donc, en fait, c'est venu de l'extérieur, la proposition de film. C'est pas vous qui avez créé un Ah projet. oui, Non, c'est venu de l'extérieur, absolument pas. d'accord. C'est-à-dire, écoute, on fantasmait sur l'idée parce qu'on voyait bien que la construction du texte ou du spectacle pouvait convenir à une Mmh. adaptation cinématographique. Mais alors là, franchement, on n'y était pas. Et c'est François Cros et Denis Pinot-Valenciennes, les films du kiosque, qui sont venus voir le spectacle, un petit peu par hasard, au Festival d'Avignon. Et là, tout de suite, c'est eux qui nous ont dit: «Il faut en faire un film, c'est fondamental, on Mmh. est partant, allez-y, et puis, même si vous avez, si vous n'êtes pas encore cinéaste, vous allez le devenir». Et ça s'est passé de cette manière. Super. Ouais, ouais, Et donc, du coup, vous avez aussi obtenu donc, le César de la meilleure adaptation. Et ouais, enfin, voilà, une success story et une, et une ouais, résilience c'est un peu story, dingue. Ouais, carrément, tout carrément. à fait. Ouais. Et, Oui, ça m'a apporté beaucoup d'apaisement aussi, tout ça. mmh. Mmh.
Et pour moi, tu représentes un peu ce que notre époque a de meilleur, je trouve, dans le sens que tu représentes l'éveil des consciences concernant la souffrance des enfants, en fait. Et je trouve. Ah, écoute, merci, mais bon, je crois on est plusieurs et heureusement, en fait, on est toute une Oui, oui, bien génération sûr. là, hein, qui Oui, bien non, mais sûr. c'est vrai, on est toute une génération qui œuvrons aujourd'hui, qui n'avons plus honte, en fait, hein, de révéler ce qui nous est arrivé, contrairement aux générations précédentes, où le Mm. tabou était encore plus fort, donc là, évidemment, on vit tous, il y a on doit traverser, on doit éclater les tabous, mais enfin, on est quand même sur la voie d'une certaine libération de la parole. On le voit, on l'a vu avec MeToo, on l'a vu, et puis justement en termes de pédocriminalité, on commence vraiment à en parler clairement. Le 119 est devenu quand même un numéro que presque tout le monde a en tête aujourd'hui. Et puis le, euh, le fait de dire qu'aujourd'hui c'est un devoir pour les adultes d'aider les enfants en souffrance, ce n'est pas une option, c'est un devoir, c'est notre Mm. responsabilité d'adulte. Ça commence tranquillement, trop lentement, mais ça Ouais, commence à ouais, ça rentrer commence à rentrer. dans les esprits. Il y a un éveil des consciences et il Ah oui, faut oui, oui. absolument, absolument continuer et prendre cette route-là et ne pas la lâcher, quoi. Mm. Oui, parce que bah, il y a eu aussi en 2018, il y a eu un double prix Nobel et c'était deux prix Nobel qui parlaient des violences sexuelles. Jenny Mukwege, Nadia, ouais, ouais, tout à Ouais. fait. Et Ouais, ouais, donc, mais oui, c'est une vraie fierté. et du coup, tu te retrouves aussi quelque part dans ce déploiement Ouais. d'éveil en fait de conscience. Ouais, Euh, ouais, je crois que les énergies en emmènent d'autres et du hmm. coup, tu sais même plus comment, ça commence tout ça et on est tous sur les starting blocks et on y va et c'est formidable, quoi. Non, mais il y a une vraie sororité, une vraie fraternité dans ces parcours d'anciennes victimes et c'est top, c'est vraiment bien. Hmm. Et donc moi, ce qui me motivait aussi donc, dans cette interview, donc moi aussi j'ai vécu donc des abus sexuels enfant par mon père et il est allé en prison pour ça. Et, euh, et évidemment, moi, la question qui me pose, parce que je connais aussi tout le mal-être que sous-entend le fait Bah d'avoir oui. vécu ça, ce qui m'intéresse, et je suis aussi artiste, et ce qui m'intéresse, c'est justement ce processus que tu racontes un petit peu. Même, j'ai presque envie de dire que ça me semble presque être une initiation, parce que tu allais affronter quelque part en face cette souffrance, et au travers, et en fait, tu nous as donné à tous ce combat un peu. Et j'aimerais savoir en fait comment ça a fait de toi une autre personne, comment ça t'a transformé. Bon, écoute, déjà, j'ai envie de te prendre dans mes bras, je te fais un énorme câlin, voilà, de frère de banquise, vraiment, un énorme câlin, vraiment. Enfin, bravo d'en être là, bravo. Euh, euh, excuse-moi, tu m'as beaucoup touchée. Après, non, je crois que c'est des énergies vitales qu'on a tous, hein. Déjà, quand on survit à tout ça, tous ces traumatismes, cette violence qu'on a infligée alors qu'on était des petits êtres purs, bah, forcément, il y a une espèce d'instinct de survie qui est décuplé. Alors, encore une fois, tu vois, tout à l'heure, je te parlais de rencontres et tout. Je pense qu'il y a des rencontres dans la vie qui Mmh. permettent de Mmh. déverrouiller plein de choses. Moi, j'ai d'abord rencontré la danse. C'est la danse qui m'a quand même amenée à pouvoir, en tout cas, y mettre toute mon énergie de colère, de violence, voilà, tout ce qui faisait Mmh. écho. Et dans voilà, dans cette danse, j'ai pu me délester de beaucoup de choses, qui m'a beaucoup sauvée, je pense, même si les psychotraumatismes étaient très forts, hein, en partant de l'alcool, la drogue, le sexe et outrance, des choses qui aujourd'hui me semblent malheureusement très banales chez tous Mmh. les gens qui ont rencontré des violences sexuelles dans l'enfance. Et voilà, on se rend compte qu'on a un peu tous les mêmes parcours. C'est assez hallucinant d'ailleurs tout ça. Mais bon, après, je crois qu'il n'y a pas de règles, de comment on fait les uns les autres pour s'en sortir. En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens quand même vachement libre, enfin, vraiment très apaisée par rapport à je sais pas, il y a 10 ans. Mmh. J'ai écrit Les Chatouilles, moi, en 2012, j'étais enceinte de mon fils. Ça a Mmh. énormément résonné, quoi, le fait aussi d'avoir des enfants, tu vois. J'ai mes deux petits, donc je me suis beaucoup questionnée. Après, j'ai eu la chance d'être aimée par quelqu'un, d'être aimée Mmh. avec ma souffrance aussi, avec mes casseroles, avec mes traumas et
mes dérives parce qu'il y a des choses que j'ai pas pu contrôler pendant longtemps. Et aujourd'hui, Mmh. c'est de l'histoire ancienne. Mes enfants, il fallait quand même faire ce parcours. Donc voilà, puis j'étais très accompagnée par un super psy. Mmh. Mmh. Bien sûr. Aujourd'hui, là, je l'appelle si, quand j'ai vraiment besoin et tout, mais je me sens, Heu, pour l'instant, j'ai pas forcément envie de le revoir sur une longue durée et ça Mmh. m'arrive des fois de l'appeler et de dire: «Est-ce que je peux venir vous voir?» et non, sinon c'est quelqu'un avec qui j'ai longuement discuté, qui je crois que c'est quand même vachement important d'être bien accompagné, enfin de trouver le bon psy. C'est pas forcément toujours évident. Il y a plein de gens qui me disent: «Bah ouais, mais bon, moi je rencontre jamais le bon psychothérapeute, quoi», mais allez, il est quelque part, et c'est super quoi, d'avoir un bon psy, ça ouvre quand même plein de portes, quoi. Et lui me disait: «Vous savez Andrea, vous êtes résiliente» et même Boris Cyrulnik dit, que la résilience c'est un état, mais c'est presque un état qu'il faut dépasser. Alors, il dit: «Vous serez totalement libre quand vous aurez quasiment dépassé cet état de résilience» et que finalement, les violences sexuelles que vous avez subies dans l'enfance, elles seront, vous pourrez vraiment le mettre dans un petit sac à côté de vous, bah, qui sent mauvais, mais enfin, en tout cas, il sera toujours à côté de vous, mais il ne vous affectera pas. Et aujourd'hui, j'ai un peu la sensation de ça, c'est-à-dire que c'est Mmh. là, je connais mon parcours. Je m'en sers aussi aujourd'hui, c'est devenu aussi un outil de combat, hein, ce vécu, cette forme de légitimité aussi de pouvoir parler de tout ça et de savoir ce que ça fait et en l'occurrence, ce que je te disais tout à l'heure, des espèces de parcours communs comme ça où au début j'étais très choquée de voir que, qu'on avait tous, des psychotraumatismes, qui n'étaient pas Mmh. forcément tout à fait les mêmes, mais enfin qui se rapprochaient, des troubles alimentaires, un rapport au corps très compliqué, le rapport à l'autre, la colère, la violence, Mmh. besoin de taper ou de se faire du mal à soi, enfin bon, c'est voilà, il y a toujours une espèce de Mmh. lien et bon, alors je sais pas où je suis partie, hein, je t'ai raconté plein de choses, mais en tout cas, je crois qu'il y a pas vraiment de règle à ce parcours de résilience. En fait, on fait un peu ce qu'on peut et surtout, ce qui est bon aussi, c'est l'autre. Enfin, tu vois, quand on trouve une écoute chez l'autre, quand on se sent plus seul, Mmh. moi, ça m'a quand même vachement aidée dans mon parcours dans les chatouilles quand j'ai joué le spectacle et puis après, ben, quand on a monté le film et qu'on a fait aussi toutes les avant-premières, tout ça à travers la France. De voir, bah, voilà, de voir tous ces frères et sœurs là qui avaient vécu Mmh. la même chose ou sensiblement la même chose voir qu'on était si nombreux et savoir aussi que quand, voilà, quand on se prenait dans les bras, bah, il y avait du sens à tout ça et que c'était pas juste Mmh. et que, faut plus que ça arrive. Alors faut plus que ça arrive évidemment, c'est un grand mot, hein, quand on dit plus jamais ça, ouais, plus jamais ça, bien sûr, mais pour plus jamais ça, bah, faut surtout justement se délester de la honte, ce n'est pas à nous d'avoir honte d'avoir été violés, c'est à l'agresseur d'avoir honte, c'est à la société en règle générale aussi d'avoir honte de laisser faire quelque part, de laisser vivre tous ces tabous, et Mmh. de ne pas affronter, voilà, les choses clairement. Et quand Ça vous vient a ouais. encore une fois. Et quand vous avez, et quand tu as mis, sur scène, hem, parce que par exemple, tu vois, moi, j'ai raconté, mon histoire, sur ma chaîne YouTube et après l'avoir racontée, en fait, j'ai reçu plein d'amour, hein, des gens, mais moi, j'ai ressenti, en fait, après, j'ai traversé une période assez difficile où j'ai ressenti une honte, mais j'avais l'impression que Ouais, j'allais mourir de honte. C'était ouais, tellement ouais, fort que j'ai l'impression que j'allais mourir. ouais. Ah bah oui, bah ouais, bah ouais. Et quand toi, tu as brisé le mur et que tu as osé aller devant un public et balancer ton histoire, hem et est-ce que tu as traversé aussi comme ça des difficultés à faire naître, Alors la chose? alors moi j'ai traversé ce dont tu parles, mais je l'ai traversé après le procès. D'accord. Il y a eu ce procès en cour d'assises, alors, l'agresseur est parti en prison aussi, ça, mais alors après ce procès, je me suis sentie totalement abandonnée, heu heu, pas volontairement, ni volontairement par mes proches, ni volontairement par, «la société» entre guillemets, mais tu vois, j'ai été, renvoyée à mon état, et j'ai continué ma vie et je pensais que ça allait me soulager, puis en fait, pas vraiment. Mmh. Aujourd'hui, je sais que ça m'a soulagée. Aujourd'hui, plus de 15 ans après, je ressens que je suis soulagée, qu'il soit allé en prison, que ces petites filles aient été du coup protégées, tout ça. Bon, donc
oui, aujourd'hui, c'est une victoire, tu vois. Mais cette période de honte, de culpabilité, de colère contre moi-même et ce désamour, quoi, d'un manque d'amour propre, je me suis haïe pendant des siècles, j'ai l'impression. Et en fait, tu vois, là, aujourd'hui, j'ai 40 ans et j'ai l'impression d'avoir vécu plein de vies. Des fois, tu Mmh. vois, je me réveille le matin, mais j'ai l'impression d'avoir 80 ans, pas dans le sens péjoratif du terme, hein, je veux dire, mais Mmh. parce que j'ai l'impression d'avoir vécu des cycles et passé des étapes, tu vois, comme ça, Ouais. contre la tempête, je marche contre la tempête longtemps, longtemps. Alors, aujourd'hui, je respire, je me dis, merde, attends, ok, attends, il n'y a rien qui va m'arriver là, c'est bon. Mais en Ouais. tout cas, oui, cette période de honte ultime, de culpabilité, évidemment, je l'ai vécue. Je crois qu'elle est Mmh. malheureusement commune à nous tous. Mais c'est fou parce que Mmh. ce n'est pas légitime, quoi. Nous, on n'a absolument pas à avoir honte de ce qu'on est. Putain, au contraire, soyons fiers, quoi. Putain, on est debout, on est Mmh. digne, on est. Et puis, ouais, ouais, ce n'est pas à nous d'avoir honte, mais je crois que c'est aussi le poids des générations. Il y a eu beaucoup de Mmh. encore une fois, on parlait de tabou tout à l'heure et de cette, libération de la parole, nous, nos générations enfin, d'ancêtres et tout, nos grands-parents, nos parents, ne disaient pas, ça ne se disait pas. Donc quelque part, c'était la honte, de toute façon, d'avoir été violée alors que putain, c'est pas de ta faute, mais ça Mmh. ne se disait pas parce que tu brises la famille, tu es sale, pourquoi tu as rien dit, pourquoi tu as rien fait, pourquoi tu as pas dit non, pourquoi tu as pas crié, enfin il y a tout ça. Mmh. Jusqu'à ce que, finalement au niveau psychiatrique, on nous explique que, bah, non, c'est un peu Ouais. normal pour un enfant de ne pas réagir puisqu'il y a la sidération, puisqu'il y a l'emprise, puisqu'il y a l'affect, puisqu'il y a tout un tas de raisons qui disent aujourd'hui que, Et bah, et que voilà. mmh. Mmh. Est-ce que tu as vécu, moi, il y a un des trucs, par rapport aux mécanismes qui se mettent en place, vis-à-vis de l'abus, qui est le plus difficile à vivre pour moi, c'est ce qu'on appelle, la colonisation psychique. C'est-à-dire, Ah oui, tu vois, j'ai des pensées et des émotions. En plus, c'était mon père, donc il m'a aussi élevé en partie, donc beh, oui. Bah, dans l'inceste est forcément quelque chose d'ultra particulier puisque l'agresseur est totalement au sein de ta vie et de ton affect. ouais, enfin après voilà, en tout cas il avait une emprise sur moi, un peu, il m'éduquait aussi, donc Bah oui. et et du coup moi ce qui me fait peur, c'est d'avoir des parts de moi en fait qui lui ressemblent en fait, malgré moi en fait. Il y a des choses en moi, des émotions, des pensées, une rage aussi, une haine de la vie en fait et hem et ça, pour moi, c'est le plus terrible, en fait, parce que du coup, de pas savoir qui je suis, et j'ai pas du tout envie d'être lui. Enfin, mais Ouais, évidemment, évidemment. Non, mais après, enfin, je pourrais pas en parler d'un point de vue, psychologique, oui, psychiatrique bien ou sûr. médical. Je m'y connais pas assez, mais en tout cas, c'est vrai que non. Si tu veux que je te parle de mon expérience, parce que c'est vrai que j'ai ressenti, comme une immense violence intrinsèque, en fait, qui a toujours fait partie de moi et donc j'ai mis énormément de temps à la combattre, cette violence. Donc je pense que c'était cette colonisation aussi quand mes enfants sont nés, j'ai eu très, très peur d'être une mère, maltraitante. Mmh. Pas sur un point de vue de violence sexuelle puisque, non, par contre, j'étais traversée par des flashs, régulièrement, mais alors du coup, je les ai accueillis, je les ai laissés passer comme ça. Puis bon, évidemment, comme, j'avais aussi un bon psy, c'est quelqu'un avec qui j'ai pu en discuter beaucoup et ça a fini par «passer» entre guillemets et puis cette violence-là, bah, je l'ai accueillie et du coup, aujourd'hui, elle ne me parasite plus. En fait, je la mets ailleurs, quoi. Donc ouais, je la mets ailleurs. Je la mets dans mon boulot, dans l'écriture, Mmh. dans la danse encore ou dans le sport, le dépassement de soi, de façon ou d'une autre, Mmh. et voilà, mais je pense qu'en effet, c'est encore, ça un psychotraumatisme qui est là, qui perdure et je crois que enfin, après c'est encore que mon point de vue, mais je crois qu'il faut l'accueillir pour, le laisser filer, tu sais, comme un truc qui va Mmh. rebondir. Tu fais: «Ah, ah, je t'ai vu, je t'ai capté, mais tu ne Ouais. m'auras pas».
tu Ouais, vois. ouais, je vois. Et je l'ai un peu géré de cette manière. C'est-à-dire que moi, quand toute cette violence est venue et tout, je me dis: «Oh putain, attends, j'ai envie de frapper mes mômes, ça va pas du tout». Ouais. Donc non, 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 tu vas pas, non, c'est impossible, ça va pas se passer comme ça. Tu n'es pas cette mère-là, tu vas, travailler là-dessus. Et donc voilà, j'ai travaillé là-dessus, mais du coup, je me suis pas trop, pris la Mmh. tête sur le pourquoi du comment. Ouais. OK, je l'ai accueillie, je me la suis rendue propre, si tu veux. Je me suis dit: «OK, elle m'appartient». Et en fait, de cette appartenance, j'ai dit: «Bah non, en fait, tu n'es pas intrinsèque, tu vas te dégager de moi parce que je ne te veux pas dans ma vie». Voilà. Mmh. Donc Mmh. ça s'est un peu passé comme ça, mais c'est encore une fois tout à fait personnel, hein. Mmh. Mmh. Et quel alors quand j'ai regardé Les Chatouilles la première fois, le film, comme beaucoup de gens, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et en ce qui m'a énormément touché parce que en fait, c'est venu toucher un truc hyper, personnel et hyper, secret, en fait, chez moi. Heu, quand j'avais, 8 ans et demi, quand mon père est parti en prison, du coup, enfin, il y a eu le procès et après le procès, donc il a disparu de ma vie et ça a Ouais. été un moment hyper violent parce qu'il y a toute, du coup, la moitié de ma vie qui a disparu. C'est-à-dire Et ouais, ouais. ma famille paternelle a disparu de ma vie. Ah ouais? Heu, j'ai continué un peu à voir ma grand-mère et tout, mais en fait, après le fait que j'ai parlé, ça a complètement, bah, Scinder les choses. voilà, ma vie n'a plus jamais été la même et donc c'était bon, pour un enfant, c'était ingérable et donc je pleurais, je pleurais, je pleurais Bien sûr. Mmh. et j'ai eu toute une nuit comme ça où j'ai pleuré, pleuré et en fait, il m'est arrivé un truc un peu mystique. C'est-à-dire que j'arrêtais pas de pleurer et j'ai eu un moment où tout s'est arrêté et il y a eu comme un silence et où j'ai eu comme une espèce de sentiment de certitude, une espèce de voix à l'intérieur, bon, c'est un peu perché ce que je raconte, hein, qui m'a dit, «Ne t'inquiète pas, tu seras quelqu'un de bien». Mais oui, mais Et en oui. fait, et donc forcément quand j'ai vu votre film, enfin quand j'ai vu ton film, mais à la fin, mais Ben ouais. je suis sorti dans un état, mais Mais ouais, mais c'est ça, c'est se dire maintenant, en fait, je peux avoir mon enfance pourrie, mais putain, je deviendrai quelqu'un de bien. Je veux être quelqu'un de bien et j'y arriverai. Et je suis quelqu'un de bien, juste que j'ai souffert, en fait. C'est vraiment autre chose, quoi. Donc, ouais, je comprends tout mmh. à fait ce que tu ressens. C'est pas mystique, c'est très juste. Du coup, voilà, ouais, en fait, je dis que c'était mystique parce que ça, enfin, ça venait de l'intérieur, mais ça a complètement brisé en fait ma tristesse sur le coup en fait. J'ai eu Ouais, mais c'est peut-être cet instinct de survie, mmh, ce qu'on a, ouais, cette résilience qui pointe son nez comme ça et qui te rassure et qui dit, voilà, «T'inquiète pas, tu as la force en toi et c'est ça ça. va aller, ça va aller». Bravo. Du coup, voilà, peut-être une dernière, pas question, mais un peu de, dans tes interviews, tu dis souvent qu'on est des princes en fait, qu'on est des princesses, Ouais, ouais, et ouais. et c'est vrai que toi, tu es parvenu à incarner ce message, quoi, ce message qu'on peut avoir été abusé et briller, en fait, et Mais briller oui. et vivre, et voilà. Et ma question, ce serait, bah voilà, c'est quoi selon toi le levier, la routine, le truc à, tu vois, qu'est-ce qui, toi, fait que tu arrives à te voir princesse, quoi, tu vois? C'est ce que je ressens dans les yeux des gens qui m'entourent, en fait. C'est aussi, essayer d'être le plus bienveillant possible. En fait, ce que j'ai fait aussi, c'est que toutes les relations toxiques, je m'y suis pas attardée. J'en ai eu, j'ai essayé de faire mieux, d'écouter mieux, d'entendre mieux et je me suis rendu compte que parfois je me confrontais à des murs et je me suis dit: «En fait, si tu as envie d'être heureuse, cette personne-là, ça va pas être possible. Elle t'inflige trop de souffrance, de contraintes, c'est trop Mmh. chronophage, c'est trop toxique». Donc en fait, les personnes qui me font du mal ou un mal, enfin une espèce de toxicité mutuelle d'ailleurs, hein, c'est pas forcément que de l'autre côté, ça peut aussi venir de moi, j'en sais rien, mais en tout cas les personnes avec qui je n'arrive pas à communiquer, je zappe, je dis: «OK, c'est bon, bonne route, c'est quoi? Je te souhaite beaucoup de bonheur, mais toi et moi, ça va pas être possible». Donc du coup, j'ai beaucoup fonctionné comme ça aussi. Je m'entoure vraiment de gens avec qui je suis en connexion.
avec qui j'arrive à avoir un dialogue, avec qui j'arrive à avoir tout ce rapport de bienveillance et de générosité. Donc déjà ça m'aide énormément puisque tous les gens que je vois, j'ai vachement envie de les voir et je sais que c'est un rapport mutuel. En fait, j'essaye de vivre vraiment sans contrainte. Alors, on est dans un monde où il y en a plein de contraintes, évidemment, mais en tout cas, sur l'entourage proche et même plus éloigné, je fais toujours attention aux gens avec qui je partage ma vie, si tu veux. Et il m'est arrivé de dire, bah là, c'est terminé. Et ça m'a fait beaucoup de bien, tu vois, ça a libéré plein de choses. Donc, ce rapport-là, en fait, comment briller, c'est déjà, putain, quand tu aimes et que tu te sens aimé, forcément, ça va bien, tu vois. Et puis, bah, des fois, si je me réveille pas au top et bah, j'essaie de prendre un peu soin de moi. Alors souvent, je dis aux gens parce qu'on est dans une culture hyper cartésienne où on passe beaucoup, alors je suis la première à en témoigner, hein, je fais de la psychothérapie à gogo, je sais ce que c'est que de passer par, l'intellect et tu vois, tout ce rapport, psychologique pour aller mieux. Mais il y a aussi l'autre sens et ça, je l'ai appris avec l'Ayurveda, par exemple, où j'ai appris à prendre un peu plus soin de mon corps, de mon apparence, de dire ah bah tiens là j'ai envie de tiens je vais me faire jolie et du coup je vais me sentir jolie donc je vais être mieux dans mes pompes donc mieux avec les autres et en fait voilà donc des fois j'écoute un peu comme ça je me dis tiens aujourd'hui t'es dans quel mood et quand ça va pas top je me dis allez prends une bonne douche coiffe-toi maquille-toi appelle un bon pote décharge ou mets de la trance Goa et puis tu vas danser et tu vas libérer plein de trucs. Donc voilà, j'essaie d'écouter un peu comme ça et puis surtout prendre du plaisir dans chaque chose si tu veux. Éviter les contraintes, éviter les rapports toxiques aux gens. Non, non. Éviter les dépendances. Tout ça, non. Voilà, je fais du ménage, beaucoup. Ouais. Merci, Ouais, merci. franchement, on est quelques milliards, on peut se le permettre, tu vois. On n'est pas obligé de s'aimer tous, se respecter, oui, mais tu vois, tranquille, quoi. On peut pas être Merci parfait tout beaucoup. le temps. Bah, écoute, merci à toi, Ouais. merci, de m'avoir livré ton histoire, Ah bah, qui je me t'en touche prie. beaucoup. Merci de ta générosité et Bah, c'est grâce à bravo, toi quoi. aussi que je pense que c'est en partie grâce à toi si j'ai osé parler. Ah bah, écoute, ça me fait très Voilà. plaisir. Ça me fait très plaisir, ça me touche beaucoup, Simon, beaucoup, Merci beaucoup, vraiment. Andrea. Je t'embrasse très fort. Ouais, moi aussi. À bientôt.